Sunday Night Production. DLTDC le replay, découvrez ou redécouvrez les épisodes qui vous ont le plus marqué. Bonne écoute! Bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un coureur, l'émission de toutes celles et ceux qui aiment courir. Trail, route, piste ou encore triathlon, chaque lundi, venez améliorer vos connaissances sur l'entraînement, l'alimentation et la préparation mentale du coureur tout en vous amusant. Bonne écoute! Bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus sur le podcast Dans la tête d'un coureur, le replay. Et aujourd'hui, nous vous proposons de découvrir ou redécouvrir une interview avec un homme qui n'a pas peur de sortir de sa zone de confort. Il s'agit de Grégoire Chevignard, auteur du livre De mon canapé à la course la plus dure du monde. Salut Grégoire, comment ça va aujourd'hui ? Merci de votre invitation, ça va parfaitement, un peu fatigué parce que je me suis senti obligé de courir avant de venir vous voir ce matin, donc je suis claqué, mais sinon la forme. Bon, on est voisins, on n'habite pas très loin l'un de l'autre. En tout cas, on est impatients de connaître ton histoire et en matière de défis sportifs et de développement personnel, il y en a un aussi qui maîtrise parfaitement cette philosophie-là. C'est notre bien-aimé Fred, entraîneur du groupe élite au Stade Français Athlétisme. Fred, comment ça va ? Toi aussi, t'as couru pour venir jusqu'à chez moi ? Non, moi j'ai pas couru, j'ai pris un mode de transport véhiculé et je voulais arriver frais et dispo et pas dégoulinant. Ça va très bien, je suis ravi de toutes et tous vous retrouver, de retrouver Grégoire pour un échange qui moi va beaucoup m'intéresser parce que son livre m'a vraiment captivé et j'ai été très sincèrement impressionné par la force mentale qu'il a su développer et mettre en jeu pour relever les défis qu'il s'était fixés. Mais j'ai quand même quelques questions à lui poser sur la manière qu'il a eu d'affronter ces défis, parce que l'entraîneur que je suis est un peu interrogatif sur la méthode, sur certains aspects de la méthode. Mais c'est vraiment une super expérience qu'il a à partager et je pense qu'elle va nous apprendre à tous et toutes. C'est sûr Grégoire. Et d'ailleurs, j'ai lu ton livre avec beaucoup d'intérêt et la première chose qui m'a frappé, c'est qu'on peut dire que tu as eu plusieurs vies dans une seule. Entrepreneur, sportif et enfin auteur d'un livre à succès. On va revenir dans l'émission sur toutes tes facettes, mais avant ça, je te propose qu'on fasse connaissance et qu'on prenne un instant pour mieux se connaître. Et la première question que j'ai envie de te poser, c'est comment est-ce que tu te présenterais, comment est-ce que tu décriverais ta vie avant la course à pied ? Voilà, la vie idiote, commune, banale et stressante d'un cadre d'entreprise en région parisienne, avec une toute petite distinction, c'est qu'il a essayé l'aventure de l'entrepreneuriat un tout petit peu avant que ce soit à la mode, mais ça change pas grand-chose au stress. C'est juste qu'on se stresse soi-même plutôt que stressé par ses patrons. Alors Grégoire, il y a un événement marquant qu'on découvre en te lisant. Je vais pas trop spoiler le livre non plus, parce que celles et ceux qui l'ont pas lu, je les invite à le découvrir. Mais donc je disais, il y a un événement marquant dans ton parcours qui va, on va dire, bousculer ton destin, ton quotidien. Et on peut dire finalement que toute cette histoire a commencé lors d'une fête de Noël où tu vas recevoir un cadeau pour le moins très surprenant. Tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, nous sommes 4 frères. Il y en a un qui est le plus jeune, qui a le moins de mal en sport et qui est le plus radin et qui avait réussi à choper des dossards gratuits pour une course, les 10 km du Luxembourg, enfin les 5 km d'ailleurs, et donc il nous a offert les dossards gratuits. Du jardin du Luxembourg. Voilà, du jardin du Luxembourg. Course parisienne, pas course très parisienne. Et donc il nous a offert ça, sachant que c'est une course qui a lieu en septembre. Donc il nous a offert ça à Noël pour le septembre de l'année suivante, et donc on avait 9 mois pour réussir à se préparer à un 5 km qu'on a transformé en 10 km. Bon, ça va, t'es large quand même. C'est bien le problème. C'est quand on est large, on oublie. On achète assez rapidement une paire de baskets qu'on laisse parce que j'en avais pas. Donc avec des chaussures de ville que je laisse au fond d'un placard. Et puis bien sûr, à 3 semaines de l'échéance, on se dit merde, il y a une échéance et on essaye de s'entraîner sans savoir ce qu'on doit faire. Donc on a tendance plutôt à procrastiner jusqu'à un peu la date butoir, quoi. Au lieu de se dire on est large, c'est un peu humain ça. On est un peu comme ça. C'est très humain. Et puis en fait, c'était pas encore un objectif, c'était plus un rêve, parce que un objectif c'est un rêve avec un plan d'action ou un plan d'entraînement. Là c'était un objectif imposé par l'extérieur auquel j'adhérais pas plus que ça, mais il était hors de question de finir le dernier de mes 4 frères, donc il fallait bien un petit peu se motiver et s'entraîner. Et t'avais jamais couru avant ça ?
Ouais, j'avais couru un petit peu à l'armée. J'avais fait un tout petit peu je m'étais essayé à l'athlétisme au lycée, mais j'étais tellement mauvais que le prof d'athlé m'avait mis sur la course de haies, que c'est ni de la course ni du saut. Il s'est dit peut-être qu'en mélangeant les deux, ça le fera mieux, mais ça le faisait pas mieux. Et donc tu avais quel âge à ce moment-là quand tu as reçu ce dossard? J'avais 41 ans. Ok, et du coup, tu l'as dit, hein, c'était pas forcément le cadeau que tu aurais pu rêver pour Noël, mais après, moi, je connais le pouvoir de la fratrie. J'ai des frères également, donc je sais que si on se lance des défis, ça peut être plutôt stimulant. Mais du coup, cette première, on va dire, initiation au monde de la course à pied, très concrètement, n'a pas forcément été un énorme succès pour toi, parce qu'au début, hein, tu le disais toi-même là, tu as eu beaucoup de mal à te motiver, notamment pour aller courir, tu as procrastiné, et puis au dernier moment, tu te dis, bah tiens, ça arrive, il faut y aller. On peut concrètement dire que le plaisir, il a pas forcément été au rendez-vous pour toi. Mais aujourd'hui, avec le recul, comment tu expliques que finalement, tu as voulu persévérer dans cette pratique malgré ces débuts, on va dire, difficiles? Alors là, c'est un ressort psychologique qui m'est propre, mais qui est aussi propre à mes frères. On avait 40 ans, donc on se sent pas vieux, on se sent pas particulièrement ni obèse, ni hors de forme. On se rappelle qu'étudiant, on faisait un peu de sport. Et là, on se rend compte qu'il y a 85% des gens qui ont fini devant nous aux 10 km du Jardin de Luxembourg. Et donc là, vexé. Très vexé, on rumine notre vexation au resto autour de 2-3 bouteilles de vin, et donc dans la foulée, on se dit on va se venger, on va montrer au monde de la course à pied qui on est, et donc on s'inscrit au marathon de Paris pour 6 mois plus tard. Mais c'est ça qui peut sembler quand même irrationnel, hein. Tu l'as dit, voilà, tu as couru ton premier 10 km, puis bon, tu t'es rendu compte que tu avais un niveau plutôt modeste et que tu faisais partie plutôt du dernier quart des coureurs. Donc, tu aurais très bien pu te décourager, te dire, bah, finalement, la course à pied, c'est pas fait pour moi, je vais mettre ça de côté, j'ai réussi le défi, maintenant c'est fini. Et toi, tu prends le chemin complètement inverse et tu décides de t'inscrire non pas à un semi, non pas à un autre 10 km, mais carrément au marathon de Paris. Ça peut sembler complètement irrationnel pour le commun des mortels. Comment est-ce que tu expliques ça, toi? Je fais partie de ces gens qui ont un peu de mal avec l'autorité, qui ont dit faut pas faire ça, et donc qui par la force des choses ont envie d'essayer. Et donc là, d'une certaine manière, le monde de la course à pied m'a dit faut que tu t'arrêtes tout de suite, tu vas te faire mal. Ma mère aussi d'ailleurs. et donc on a décidé de faire le contraire. Faut toujours écouter sa maman, non? Souvent, oui, si, il faut. Donc désinvolte, quoi. Non, désinvolte, mais c'était un réflexe. Non, aussi, on s'est dit, on était vexé, on s'est dit on n'a pas pris la chose au sérieux. Il n'y avait pas de raison de la prendre au sérieux, parce qu'il n'y avait pas d'enjeu. Mais ça nous a aussi peut-être réveillé sur le fait de se dire ok, ça fait 20 ans qu'on bosse, qu'on crée une vie de famille, une vie professionnelle, on a laissé tout le reste un peu de côté. Rappelons-nous qu'on aimait bien sortir, jouer au tennis, faire des scrims, faire du foot, essayer le judo ou le karaté, enfin peu importe, sans être de grands sportifs. Et donc ça nous a un petit peu ouvert les yeux sur l'état de décrépitude. Donc pour moi c'était un peu tard pour une crise de la quarantaine, j'avais passé les 40 ans. Pour mes frères c'était un peu tôt, ils n'avaient pas encore 40 ans, mais ça a été l'occasion d'ouvrir les yeux sur ce qu'était notre état de décrépitude physique. Décrépitude, je pense, t'exagères un peu, le mot est un peu fort, mais on comprend l'idée. Mais du coup, on comprend bien qu'à ce moment-là, ton expérience et ta connaissance du monde de la course à pied est assez restreint, pour dire, pour parler gentiment, on va dire. C'est l'euphémisme de la journée. Ouais. Voilà. Alors qu'on sait tous que la préparation d'un marathon est pas une chose à prendre à la légère. Alors du coup, comment, à ce moment-là, au-delà de la décision qui est le fruit d'une forme de vexation et de réveil personnel, comme tu l'indiquais, comment tu vas t'organiser pour monter en compétence, maîtriser un peu les bases de l'entraînement, mais aussi tout ce qui va avec, c'est-à-dire comment je m'entraîne, mais à côté, comment j'adapte ma nutrition, ma récupération, tout ce qui est utile pour préparer des distances aussi longues. Wow. Alors la nutrition, le choix était vite fait, n'a rien changé. La récupération, c'est la sieste après, voilà. Enfin, c'était ma compréhension. Ensuite, marathon de Paris, il y avait de mémoire, il y avait 2 plans d'entraînement possibles sur lesquels on pouvait cliquer sur le site du marathon de Paris. J'ai dû cliquer sur l'un des 2 au hasard, qui s'est proposé de me donner un plan d'entraînement et qui me demandait quel objectif je visais. Donc j'avais absolument aucune idée de ce que pouvait être l'objectif possible, et donc je me suis dit soyons ambitieux, soyons moyens. Donc je me suis renseigné sur ce que pouvait être la moyenne du temps des coureurs pour ne pas être vexé une nouvelle fois, et on a visé donc le temps moyen qui doit être, je crois, 4h15 sur un marathon. Et du coup, comment s'est passée cette préparation? T'as vraiment, pour le coup, suivi ce plan, ou
ou tu t'es dit tiens, je vais voir aussi un peu ce qui se passe à droite à gauche, essayer de l'adapter à ta sauce entre guillemets? Non, alors j'ai suivi le plan de manière quasi religieuse. Alors avec l'aide de ma femme qui me mettait des coups de pied au cul le matin pour que je sorte du lit parce qu'il fallait que j'aille courir le matin. Parce que le reste du temps je pouvais pas, j'ai du mal à me lever. Pourquoi de manière quasi religieuse? J'avais aucune idée de ce que je faisais, et donc j'avais pas d'idée, pas de raison de remettre en cause le plan d'entraînement. J'avais peur que si je loupe une séance, je laisse tout tomber. Donc voilà. Donc là, je n'ai pas beaucoup réfléchi. En revanche, j'ai beaucoup lu pendant, et donc j'ai beaucoup remis en cause ce que pouvait être le plan d'entraînement, en me disant mais est-ce bien comme ça qu'il faut faire? Quand on s'entraîne pour un 100 mètres, on court des 100 mètres. Quand on s'entraîne pour un 42 km, on court jamais 42 km. Ça, c'est un truc, j'ai encore pas résolu. J'ai toujours pas compris le mystère. Sachant que cette année-là, Bekele expliquait que lui à l'entraînement, il faisait des marathons quand même. Donc j'ai toujours, enfin, l'entraîneur professionnel m'expliquera peut-être pourquoi on court jamais un marathon pour pouvoir courir un marathon, mais ça, En fait, je suis encore sur le cul sur ce sujet. On pourrait y revenir, mais c'est juste des questions de différentes écoles. Certains le font, d'autres le font pas. Donc non, j'ai suivi religieusement le plan d'entraînement. De toute façon, ceux qui l'avaient fait savaient mieux que moi ce qu'il fallait faire. Donc, voilà. Donc du coup là, pour la prépa marathon, t'as opéré un tournant parce qu'on l'a vu pour ta prépa du 10 km au Jardin du Luxembourg, t'y allais un peu en traînant du pied, on va dire. Là, on le sait, hein, quand on s'en prépare un marathon, il faut courir beaucoup plus. Il faut aussi faire preuve d'une certaine régularité. C'est très important quand on prépare le marathon. Mais toi, comment t'as réussi en fait à te motiver, quand faut aller courir, parce que le marathon de Paris c'est au mois d'avril. On s'entraîne souvent, c'est en hiver, donc il fait froid, il y a de la pluie. Quand on a peu d'expérience, on n'a pas encore cette discipline-là. Moi, j'ai l'impression que tu as quand même réussi, toi, très vite, à acquérir finalement ces bases d'autodiscipline. Donc, est-ce que tu avais déjà, d'où ça te vient et quelle stratégie tu as mis en place? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de nos éditeurs que ça intéresse de savoir un peu comment on arrive à se motiver comme ça aussi vite. Alors la chance, c'est que j'avais pas beaucoup de temps pour moi. Et donc, si je ne m'obligeais pas à mettre longtemps à l'avance dans mon agenda les plages horaires où je pourrais courir, je savais que je ne pourrais pas courir. Mais du coup, une fois qu'elles étaient dans mon agenda, c'était comme n'importe quelle autre tâche, aller chercher les enfants à l'école ou faire un conseil d'administration de la boîte ou n'importe. Et donc, comme j'avais une vie professionnelle assez rythmée, de rajouter une tâche dans un rythme, ça m'est venu assez naturellement. Bien sûr, le matin, c'est impossible de se lever. Bien sûr, quand il pleut, on n'a pas envie d'y aller. Bien sûr, surtout au début, on sait pas ce qu'on fait. On a des points de côté, on vomit. Bref, le bonheur. Donc là, la vraie motivation, effectivement, elle est pas sur la durée. La vraie motivation, c'est tous les jours, c'est de se rappeler pourquoi on se lève le matin. Et là, de ce point de vue, avoir un objectif qui paraissait inatteignable, c'est-à-dire faire un marathon alors qu'on avait du mal à faire un 10 km, ça aide parce que moi j'avais les chocottes. Donc comme j'avais les chocottes, je me dis le seul moyen de survivre c'est de suivre le plan, sinon tu vas mourir. Donc c'est un des ressorts, c'était un de mes ressorts moi en tout cas, c'est d'avoir peur de ne pas y arriver. Et tu penses que, tu l'as dit en introduction, tu étais entrepreneur, donc quand on est entrepreneur, il faut se responsabiliser parce qu'on est finalement le seul à se challenger. Est-ce que ça t'a aidé dans ta pratique de la course à pied? Parce qu'un entrepreneur finalement quand il se met à courir, ça peut l'aider dans son côté sportif, et inversement, est-ce qu'un sportif peut plus facilement être entrepreneur parce qu'il va acquérir les compétences? Il y a des vases communicants pour toi. Est-ce que tu penses que finalement l'un peut alimenter l'autre? Je suis pas totalement certain. D'ailleurs, toute la théorie de la motivation, etc., c'est assez intéressant. Historiquement, les entreprises sont allées chercher des athlètes pour leur expliquer comment on fait en entreprise. Sauf que, en fait, l'athlète est déjà motivé au départ. Et en entreprise, la problématique, c'est de motiver des gens qui ne le sont pas. Et puis maintenant, les athlètes un petit peu vont chercher en entreprise ou sur la recherche en entreprise des techniques de motivation. Enfin, il y a un dialogue entre les deux, mais ça marche pas bien parce que le point de départ est pas. C'est l'envie est le point de départ. Voilà, l'envie c'est le point de départ. Non, la seule chose où ça m'a aidé, c'est que tant entrepreneur, on a la tête plein de trucs et donc on n'a pas trop le temps de psychoter sur la course à pied, sur le pourquoi du comment. C'est-à-dire j'ai une tâche, je la fais, je passe à la suivante parce que j'ai pas le temps de m'interroger. Et je crois que ça a été salutaire de ne pas m'interroger, contrairement à ce que vous avez pu dire dans d'autres podcasts, sur le sens de ce que je faisais, etc. Un objectif à atteindre, un plan d'action, donc ça c'est pareil que dans l'entreprise, et ensuite on exécute le plan d'action, et puis à la fin, comme dirait Giroud, c'est à la fin de la foire qu'on compte les bouses, et puis on voit ce qui s'est passé. Donc je pense que de ce point de vue, juste d'avoir cette discipline de ne pas réfléchir, just do it, comme dirait Nike, ça aide.
Ouais, après il y a un élément commun peut-être entre un entrepreneur et un sportif, c'est en tout cas comme toi tu l'as vécu, je pense que c'est le courage, c'est d'y avoir peur mais d'y aller quand même. C'est ça aussi qui est cette aptitude qu'on va retrouver chez les deux. Oui, c'est possible. Et puis aussi un ego peut-être un petit peu supérieur à la moyenne et un manque de modestie un petit peu supérieur à la moyenne qui fait qu'on a envie d'essayer et qu'on est convaincu que si on s'y met pour de bon, on a de grandes chances de réussir. Mais au-delà de l'ego et du manque de modestie, peut-être une confiance en soi beaucoup plus affirmée également, parce que on faisait le parallèle avec le monde de l'entreprise. Si t'es entrepreneur ou même athlète de quel que soit ton niveau et que tu te lances un objectif, tu dois partir en te disant que tu vas réussir au-delà de tout. Et là, la confiance, elle est fondamentale. Mais comme tu le disais, derrière, tu mets en place un plan d'action à respecter justement pour atteindre ton objectif. Donc, je pense que là, on a un parallèle assez intéressant, non? Oui, sauf qu'en entreprise, il y a une culture qui fait qu'on essaie de développer des plans B ou des plans de continuité d'activité, etc. Et là, je pense qu'au contraire, il faut pas réfléchir à un plan B, il faut pas se laisser le choix. Il faut y aller toute proportion gardée. C'est Mike Horn quand il part au pôle Nord, quand il est au milieu du pôle Nord, il y a personne qui peut aller le chercher. Point. Donc il faut qu'il se démerde. Et là, il me semble qu'une des clés, ça peut être de ne pas se donner le choix d'abandonner, de se lancer et sans retour possible, parce que sinon on réfléchit trop, ça devient. Alors là, je confirme évidemment à 100%. C'est que quand tu prépares un athlète sur un objectif précis, entre guillemets, tu fais pas un plan B si la course se passe mal ou si en cours de, voilà, tu adaptes à la rigueur en cours de préparation, suivant les événements qui peuvent arriver justement pendant cette préparation. Mais si tu pars sur un objectif, l'idée c'est de respecter la feuille de route jusqu'au bout. Là, je confirme totalement. Mais du coup, pour revenir à la fin de la foire, comme disait Guérou. Donc tu as fait ta prépa, voilà, bien ordonnée en suivant le plan. Et au final, comment tu as vécu ce premier marathon? Et enfin là, quelle émotion tu as ressenti dans l'effort ou même à la fin? Enfin voilà, c'était l'objectif. Tu as tout fait, tout organisé pour l'atteindre. Et donc du coup, le comptage de boost donne quoi? Alors du coup, c'est assez paradoxal. Alors du coup, je courais avec mes frères et j'ai fini devant eux, donc objectif atteint. Ça, c'était bien l'essentiel, c'est pour aller charrier pendant 15 ans. Je vous salue, Donald, Rock, Arthur. Voilà. Et ça, ils vont entendre parler jusqu'à la fin de leur vie. D'ailleurs, on en reparle chaque année à Noël. La deuxième chose, alors paradoxalement, l'objectif chronométrique, peu importe, à peu de choses près, c'était bon. Je sais plus dans quel sens c'est loupé ou juste réussi, peu importe. Et malgré tout une déception parce que je n'ai pas fini le marathon en courant absolument tout le temps. Et donc on est inscrit à une course à pied, on se retrouve à marcher au milieu, on se dit merde, je suis inscrit à une course et je marche. Et donc ça pour moi c'était la plus grande défaite, c'est de dire je n'ai pas indépendamment de la médaille, du chrono, de machin, c'est de dire je n'ai pas bouclé un marathon en ayant couru tout le long. C'est pas interdit de marcher, hein. Non, je sais bien que c'est pas interdit de marcher, mais dans mon esprit c'était important. Dans mon esprit c'était important et donc paradoxalement bien qu'ayant rempli le contrat, il n'y avait pas la manière et donc une petite déception. Mais du coup c'est là que ça peut être surprenant parce que tu as eu cette déception et à ce moment-là tu aurais pu te dire bon je vais y retourner pour vraiment le boucler en courant tout le temps. Or, tu vas opérer un virage vers l'ultra-distance avec, je le dirais, cette forme d'insouciance qui semble te caractériser. Au lieu de te dire justement, je me relance sur marathon ou voire je m'améliore sur 10. T'as été dans une sorte, alors moi je le vois comme ça et je le dis évidemment avec beaucoup d'affection, mais une sorte de surenchère de défi en augmentant la distance et la difficulté. Alors aujourd'hui, on a bien vu que le marathon, enfin le 10 km, c'était le cadeau du frangin. Le marathon, c'était un peu l'ego vexé suite à ce 10 km. Et qu'est-ce qui t'a motivé à aller au-delà du marathon, aller sur l'ultra-distance? Et d'où vient cette envie d'extrême chez toi? Alors en fait, c'est pas la chronologie, c'est pas exactement celle-ci. C'est-à-dire pendant la préparation marathon, vers la fin, au moment où on arrive sur les gros kilométrages, les sorties longues, et on a du mal et on se dit j'arrive pas à boucler mon 27 km, je vois vraiment pas comment je vais arriver à 42. Moi, ça commence à me bouffer la tête. Donc d'ailleurs, je pensais plus qu'à ça, à me dire je vais pas y arriver, je vais y arriver. Enfin bon, je psychotais sur le sujet, alors c'était quand même pas ma vie. Je suis pas athlète d'élite, etc. Et donc je me suis dit bon, c'est pas compliqué, il faut que tu te mettes un autre objectif qui va te faire peur et qui va mobiliser ton
ton attention et comme ça, le marathon, après tout, t'as fait le job, t'as fait la préparation, passera comme une lettre à la poste. Donc, faut que t'arrêtes de psychoter, ça va t'handicaper. Donc, fais autre chose. Donc là, je me suis baladé sur les réseaux sociaux. Et j'ai découvert tout à fait par hasard qu'il existait des distances au-delà du marathon, donc l'ultra-marathon. Et donc là, je suis tombé de ma chaise. J'ai échangé, merci Facebook, etc. J'ai échangé avec 2-3 gars. J'ai dit, mais ces gens-là sont pas normaux. Ça se confirme après, hein, on les a rencontrés. Et donc, tiens, je vais faire ça, parce que c'est juste pas possible. Donc, je me suis inscrit, parce que c'était à côté de chez ma mère, en Bourgogne, un ultra-trail, effectivement, de 105 km. Je dis ça à mes frères qui sont en marathon avec moi. Je leur dis, mais est-ce que vous voulez vous inscrire aussi? Donc ils me disent, mais t'es complètement givré, déjà le marathon on va pas y arriver, t'es complètement idiot. On arrive à peine à faire un semi. Mais voilà, donc je me suis inscrit pour ça, c'est pour me libérer l'esprit de la pression que je me mettais tout seul sur le marathon et qui me pourrissait mon quotidien, alors que ce n'est qu'un loisir. C'est assez drôle parce que finalement, tu t'es dit, voilà, je vais aller. C'est ça, ça me rappelle un peu les méthodes de médecine des soldats, russes, où quand ils avaient mal à une dent, finalement ils se cassaient le pied pour détourner la douleur. Tu vois, c'était. Je sais pas si c'était efficace. C'est de la diversion de l'esprit, donc c'est assez surprenant en tout cas. Moi, je connaissais pas cette facette-là chez les athlètes, donc moi ça me surprend, mais je trouve l'idée assez originale. Mais du coup, la question qu'on peut se poser, c'est que une fois que tu as bouclé le marathon, il y a donc ce 105 km qui arrive. Qu'est-ce que tu t'es dit dans la tête pour pas avoir peur du 105? Alors déjà, j'avais pris la précaution de faire un pari sur un resto 3 étoiles avec mes frères. Donc si je finissais, ils payaient et sinon c'est moi qui payais. Mais comme ils sont plus nombreux que moi, pour moi ça faisait vachement plus mal si je finissais pas. Donc là, j'avais une motivation intrinsèque. Et là, en fait, j'ai eu un gros coup de flip quand j'ai un de mes frères qui m'a dit, mais tu sais que tu sais même pas les faire à vélo, les 105 km. Et je me suis dit, il a raison. C'est sympa le coup. En plus, il en rajoute. Lui, il voulait gagner le pari et il a raison. Voilà. Et là, je me suis dit, ah ouais, quand même. Et puis après, je me suis dit, mais il y a un moment, 105 bornes, c'est pas sur de la route, il y a de la montée, il y a de la descente. Enfin, il n'y a pas de raison. Je suis passé de 10 bornes à 42 bornes. Il n'y a pas de raison de pas pouvoir passer de 42 à 105. J'ai fait x4 en passant de 10 à 42. Il suffit de faire x2 pour passer de 42 à 100. Roule ma poule et puis voilà, et j'ai pas plus réfléchi que ça. Puis là en plus l'intérêt c'est qu'il n'y a pas de plan d'entraînement disponible nulle part sur pour des plans d'entraînement en 6 semaines pour passer de 40 à 105, il y en a pas. donc j'étais assez libre de faire ce que je voulais, donc j'ai récupéré 10 jours. Après j'ai couru, je fais de la distance longue, pas du tout de dénivelé, hein. J'habite sur un bateau sur les quais de Seine, donc les seuls dénivelés que j'ai c'est monter 3 marches ou 4 marches pour descendre les quais de Seine. Et puis je me suis lancé. Et du coup, à ce moment-là, on a bien vu, hein, toutes tes préparations, tu les as faites seul ou avec un plan que tu récupérais sur Internet. L'idée de faire appel à un entraîneur, que ce soit dans un club ou plutôt type coach privé, t'es pas du tout venu à l'idée pour justement aborder de manière le plus efficace possible cette échéance-là? Non, pour 2 raisons, mais la principale c'est que je m'attendais à tort ou à raison que tout le monde me dise mais c'est pas comme ça qu'on fait, c'est n'importe quoi. Alors déjà j'avais tout lu, il faut pas faire plus d'un marathon par jour, et puis ensuite il faut récupérer 40 semaines ou 40 jours, ou enfin bon bref, tous les trucs qu'on peut lire sur les réseaux sociaux, ce qui ne correspondait pas à mon ressenti. Donc je me voyais pas bien aborder quelqu'un de sérieux dont c'était le métier pour dire voilà je fais un truc à la con, est-ce que tu as envie de m'aider? Donc c'était un petit peu ça ma réticence. J'imagine Fred que si un athlète vient te voir avec ce projet-là, il y a moyen quand même que tu serres les dents et que tu lui donnes 2-3 conseils qui vont pas forcément dans son sens. Exactement, mais après voilà, c'est si l'idée aussi c'est l'accompagnement, hein. Je fais une petite aparté, mais effectivement t'as un athlète, un coureur qui vient avec des choses qui peuvent te paraître farfelues. Au-delà de la première réaction qui pourrait dire oh là là mon gars tu vas un peu dans le mur, c'est de se dire si on voit qu'on a une personne qui est déterminée à faire des choses, c'est justement l'accompagner au mieux, parce que c'est bien l'idée pour l'aider à préserver notamment sa santé, parce que entre guillemets l'énorme risque c'est de ressortir sans une préparation adaptée avec énormément de pépins, notamment physiques, et c'est notamment un des buts de l'entraînement. C'est pas simplement d'être performant le jour J, c'est d'être performant par rapport à l'objectif qu'on s'est fixé le jour J, mais derrière aussi qui est
comme on dit, préserver l'intégrité physique et même psychologique de l'athlète, du coureur, pour que derrière, voilà, sa course, le défi qui soit lancé, soit bien vécu et puis le laisse pas sur le carreau pendant 6 mois, 1 an. Justement, en parlant d'intégrité physique, malheureusement, quand on enchaîne les kilomètres et les compétitions, le risque, c'est la blessure. Toi, t'as pas été épargné par les pépins physiques, notamment, je crois, syndrome de l'essuie-glace, voilà, des périostites, à mon avis, des noms de maladies qui sont assez connus des coureurs qui débutent dans la course à pied. On sait que c'est quand même la blessure et c'est toujours très frustrant, très compliqué à gérer psychologiquement pour un athlète, encore plus quand on débute. Quand on a une certaine maturité, une expérience, on apprend à accepter la blessure, mais quand on débute, on est extrêmement frustré. C'est quelque chose qui est très très dur. On a tendance à aller sur Internet, fouiller, chercher des solutions, des remèdes un peu miracles. Toi, du coup, comment est-ce que tu as géré tout ça ? Alors d'abord, je rejoins ce que disait Fred. Effectivement, la conclusion de mon trail de 105 km, ça a été une tendinite au genou, enfin un essuie-glace. Donc il y a pas, parce que je découvrais et le 105 km et le dénivelé pendant que j'y étais et le format trail. Donc ça faisait un peu beaucoup pour mes jambes. Après, j'ai fait comme beaucoup de coureurs, j'ai cherché où je pouvais l'avis d'experts qui me disaient que je pouvais continuer à courir, parce qu'en fait c'était ma seule problématique. On recherche celui qui va dire que c'est bien. Voilà. T'as raison. Donc voilà, je me suis même pris pour un sportif, donc j'ai voulu aller voir un médecin du sport qui m'a dit, comme mon généraliste, bois beaucoup, prends des anti-inflammatoires et arrête de courir. Donc moi ça m'a juste coûté 3 fois le prix pour avoir le même conseil que celui de mon généraliste. C'est qu'il doit y avoir un fond de vérité. Et donc bien entendu, j'ai bu beaucoup, j'ai pris des anti-inflammatoires et j'ai continué à courir. Donc ce qui aurait pu être réglé en quelques semaines a mis quelques mois à se régler et sans surprise grâce à du repos. Mais c'est ça aussi qui est intéressant finalement avec ton parcours. Et à mon avis, c'est la limite un peu dans ton histoire, moi que je trouve extrêmement inspirante, parce que j'adore ce côté de je me lance des défis et j'ai pas peur de réaliser n'importe quel objectif parce que finalement ils sont atteignables. Toi, tu as une spécificité, c'est que finalement physiologiquement, tu as quand même réussi à encaisser les kilomètres, à finalement, bon, tu as eu un TFL, un syndrome de l'essuie-glace, des tendinites, mais voilà, ça a quand même t'as quand même plutôt bien géré ça, bien encaissé les charges d'entraînement. Après, je pense que c'est quand même pas forcément transposable sur tout le monde. Là, on te voit, bon, les auditeurs te voient pas, mais t'es quand même assez athlétique. T'as l'air très en forme. Donc voilà, c'est cette capacité-là aussi à encaisser tout ça. C'est une alerte aussi qu'on peut mettre, c'est que pas tout le monde est capable de gérer, de passer comme ça d'une distance à une autre avec autant d'agilité. En fait, le message du bouquin, c'est pas n'importe qui peut faire n'importe quoi. Il y a Rémi Gaillard qui fait ça très bien dans un autre registre. Non, moi c'est plutôt Bécassine découvre le jogging, c'est-à-dire j'ai fait à peu près toutes les conneries possibles et imaginables de quelqu'un qui se lance tout seul et qui n'écoute pas les conseils ou qui ne veut pas en demander. Et donc j'essaie d'exposer ça avec un second degré, parce que sinon c'est parfois à pleurer tellement saigné. Ce que j'ai pu faire. Voilà. Après, je dis juste, comme tu le répètes, on a des rêves, essayons de les transformer en objectifs. Et surtout, un autre message du bouquin, c'est ne nous mettons pas de limites. Et si on n'y arrive pas, c'est pas grave. On disait tout à l'heure sur le 105 km, quand on te fait passer de 42 au 105, mais même si j'abandonne au 80e kilomètre, quel est le problème ? Je veux dire, je suis passé de 45 à 80. De toute façon, j'ai progressé. Il faut juste pas, me semble-t-il, surcapitaliser psychologiquement sur l'atteinte du résultat. Il faut se satisfaire d'avoir réussi à progresser. Il faut, en tout cas pour mon profil psychologique, il faut se fixer un objectif, sinon j'ai du mal à me lever le matin, etc. Mettre un plan d'action qu'il faut essayer de suivre, et ensuite, effectivement, à la fin de la foire, on compte les bouses, mais s'il en manque quelques-unes de bouses, c'est pas très grave. On a de toute façon progressé, on s'est fait plaisir en courant. Les coureurs que j'ai fréquentés qui sont plus investis psychologiquement que moi dans l'atteinte du résultat, parce que là on parlait de blessures physiques, eux ont aussi des blessures psychologiques. Ils se sont dit, j'ai consacré 4 mois de ma vie pour atteindre un chrono sur telle distance, ou etc. Je n'y suis pas arrivé, ils se remettent en cause, etc. Moi, alors, de ce point de vue, ayant une vie professionnelle occupée et familiale aussi, je prends beaucoup de recul par rapport à ça. Je suis dans une pratique loisir, et uniquement dans une pratique loisir. Et s'il n'y arrive pas, c'est pas grave. J'essaye la semaine suivante.
D'ailleurs, il y a un défi, moi, qui m'a particulièrement marqué dans ton histoire. C'est quand tu t'es lancé, quand tu as eu cette idée de te lancer dans un 24 heures, alors que tu revenais d'une blessure. Hein, donc, tu avais très très peu de foncier. Et tu t'es dit, ça y est, je vais courir à 24 heures. Alors, il faut préciser, c'est un 24 heures en dehors d'une course officielle. Donc, tu t'es choisi ton parcours. Tu es parti à 18 heures, sans assistant, si ce n'est ta femme à qui t'a demandé de garder son téléphone près d'elle le soir. On verra par la suite, mais ça s'est pas tout à fait passé comme ce que tu l'espérais. Et d'ailleurs, moi, c'est une question que je vais te poser parce qu'on l'aborde pas forcément dans le livre. C'est comment est-ce que réagissent tes proches? Par exemple, ta femme Isabelle, quand tu lui dis, chérie, demain je vais courir à 24 heures. Voilà, je vais partir, je vais faire un Paris-Chartres. Comment est-ce qu'ils ont réagi à tout ça? Parce que t'as l'air d'être quelqu'un de très équilibré qui se lance des défis complètement fous. Bon, d'abord, je lui ai pas dit la veille, je lui ai dit au moins 5 jours avant. C'est gentil. Non, alors de ce point de vue, j'ai une grande liberté, mais en fait, on a tous les deux à la fois des carrières très classiques de cadre supérieur, etc., et tous les deux aussi un petit grain un petit pas d'écart par rapport à ça. Ce ne sont que des symboles, mais typiquement, on a habité dans un bout d'usine qu'on a transformé en appart, ensuite on a déménagé pour habiter sur un bateau, etc. Donc là, un petit peu de hors norme dans une vie très très normale. Alors je sais pas si c'est une soupape de sécurité ou une manière d'être, etc. C'est pas, ça ne choque pas. Et puis chacun, elle a besoin de beaucoup dormir, moi pas. Donc de toute façon, j'ai toujours eu des activités en plus, que ce soit la lecture, la course à pied ou etc. Et donc d'une certaine manière, que je sois pas là la nuit ou que je sois là, elle a ses 11 heures de sommeil, comme ça lui va très bien. C'est ça qui est beau dans l'histoire aussi. Voilà, c'est le soutien que tu vas avoir de tes proches finalement qui vont t'accompagner dans ce besoin que tu as de te challenger sur ces défis sportifs. C'est vrai que ça se ressent bien et on sent que tu as eu beaucoup de soutien. Tu l'expliques d'ailleurs à la fin où tu as vraiment des remerciements où tu expliques que finalement on devrait donner une médaille aussi quand on finit un objectif à nos proches parce qu'ils sont extrêmement importants et que eux aussi finalement ils ont participé à cette réussite. Participer ou en tout cas subi, ça c'est une certitude. Et oui, participer de manière active ou passive. Typiquement, mais ma famille vient jamais sur les courses, au ravitaillement, à l'arrivée, etc. Et moi, ça me va très bien. Déjà, je leur pourris le quotidien avec mes entraînements, et en plus leur pourrir leur week-end. Et c'est très bien qu'ils aient leur vie par ailleurs. Et j'ai pas envie de me rajouter un stress à me dire j'ai une demi-heure de retard au ravito, ils vont s'inquiéter, etc. Mais oui, c'est important d'avoir un environnement familial, amical, professionnel qui permette d'avoir à l'esprit autre chose que la vie ou professionnelle ou familiale. Là, c'est un autre parallèle que je ferais même en dehors du sport. Pour moi, tu vois, ce que tu dis est d'une évidence telle, mais c'est important de le rappeler. C'est qu'on peut pas se fixer des objectifs fous, même dans une pratique loisir, parce que t'as une pratique loisir, mais comme tu dis, même si le résultat chronométrique est pas important, il y a quand même des défis qui sont d'importance. On a besoin d'un entourage qui soit direct ou indirect qui soutient ça, parce que il est difficile de mener de front ces objectifs un peu foufou si autour de nous on a que des gens qui disent mais t'es fou de faire ça, alors même si tes frères le semblent avoir un peu fait, mais en même temps ils ont mis un resto à la clé, donc il y a l'élément motivation, mais donc ça c'est vraiment important. Et du coup là puisqu'on parlait un peu de défis extrêmes, moi je souhaiterais en venir à ce que peut-être je considère le défi le plus fou que tu t'es lancé, mais c'est à ça peut-être que tu diras le contraire. C'est celui du marathon des sables. Alors juste pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas forcément le marathon des sables, il n'a de marathon que le nom parce que c'est pas 42 km mais 250 et c'est en plein désert marocain, donc sous la chaleur et en plus en autosuffisance, donc pas de ravito tous les 5 km comme sur le bitume, je précise quand même. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qui t'a finalement attiré, motivé à participer à cette course? Oui, alors au lendemain du 105 km dont on parlait, où donc le lendemain je pouvais plus marcher parce que j'avais un genou complètement raide, etc. Ma femme, pour le coup, pour une fois, s'est énervée et m'a dit t'es vraiment, bon, vous couperez au montage s'il faut, t'es vraiment trop con et tu ne feras jamais rien de plus con de ta vie. Et donc 2 heures après, j'étais sur internet et j'ai cherché la course à pied la plus dure du monde. Donc c'est ce que j'ai mis dans le moteur de recherche, d'où le titre du bouquin. Et projet ambitieux. Voilà.
Et donc le marathon des sables est très fort en marketing de la peur autour de sa course. Ça attire du monde, et encore plus dans les pays anglo-saxons qu'en France sur le sujet. Et donc c'est celui qui revenait le plus souvent en haut des classements. Et donc je me suis inscrit dans la foulée. Et c'est très fier. Je suis retourné voir ma femme. Je dis en fait si, regarde, je me suis inscrit au marathon des sables. Mais c'est à croire qu'elle l'a fait exprès, parce que je suppose que ta femme te connaît assez bien. Donc te dire ça, elle t'a un peu cherché. Je suis pas sûr qu'elle a fait exprès de chercher. Ce qui est sûr, c'est qu'elle n'a plus jamais osé qualifier aucune de mes courses de quoi que ce soit. Et du coup, au-delà de ça, comment s'est passée cette course? Quel souvenir t'en gardes de la course elle-même, de la préparation? Est-ce que déjà au final, est-ce que toi tu estimes que c'est la course la plus dure que tu aies faite? Alors, dans l'ordre, alors pour le coup, pour me préparer, je suis allé chercher donc sur internet bien sûr des plans d'entraînement de gens qui avaient fini le marathon des sables à plusieurs reprises, parce que quelqu'un qui le fait une fois, moi j'avais fini le marathon une fois, c'est pas pour autant que mon plan d'entraînement était nécessairement le mieux, etc. Et donc j'ai pris un plan d'entraînement qui en fait était trop balèze pour moi, parce que c'est quelqu'un qui avait un passé sportif que je n'avais pas, ce que j'ai pas détecté au début, mais j'ai essayé de m'y tenir. Et donc je garde un très bon souvenir de cette préparation qui, pour mes capacités physiques, était sur la fin épuisante, mais c'est là où j'ai vraiment eu l'impression de commencer. On parle souvent de repousser ses limites. Alors je sais pas si c'est possible de repousser ses limites, mais au moins de s'en approcher. Donc là c'était assez récent, parce qu'avec des semaines à 120 km en fin de préparation, etc. C'était pas des choses dont j'avais l'habitude, et donc c'était donc le vrai voyage, c'était la préparation. Ensuite, au marathon des sables, alors on est très impressionné parce qu'il y a tout un marketing de la peur. Et alors j'avais la chance d'avoir fait 10 ans de scoutisme, donc d'avoir déjà dormi sous la tente et mal mangé pendant une semaine. Et puis à l'armée, j'étais dans les forces d'action rapide pendant mon service militaire, donc on était beaucoup aussi sous la tente, dehors, etc. Donc ça, c'est un aspect des choses qui ne m'a pas trop perturbé, au contraire d'autres concurrents qui eux n'avaient jamais fait de camping, etc. Mais là on rencontre des gens passionnants, on a le temps de discuter. Moi c'était une découverte du désert, j'ai jamais vu le désert, j'ai découvert qu'il y avait des fleurs dans le désert, j'ai découvert qu'on s'enfonçait pas nécessairement dans le sable jusqu'aux genoux ou pas. Enfin c'est une très très belle course, une très belle découverte, et qui finalement n'est pas si dure que ça, parce que les barrières horaires sont très larges et l'organisation n'a aucune envie de ramener les gens éliminés du milieu du désert à la ville du coin. Donc paradoxalement, la chaleur est difficile. On peut avoir des problèmes de pied beaucoup à cause du sable qui rentre dans les chaussures, mais au-delà de ça, la course en elle-même n'est pas difficile. Et justement, il y a un élément que tu soulignais et qu'on retrouve beaucoup avec, moi que je retrouve beaucoup avec les athlètes qui préparent des marathons, c'est de dire que finalement le chemin est plus important que la destination, c'est-à-dire que la préparation finalement est plus stimulante ou euphorisante que la course elle-même, un peu ce que tu disais. Est-ce que du coup dans cette préparation du marathon des sables, tu disais soit on élargit sa zone de confort, soit on repousse ses limites. Est-ce que du coup elle t'a amené à découvrir des choses sur toi, au-delà simplement le fait que tu es capable de courir 120 km par semaine, de suivre un plan d'entraînement assez rigoureux et intense? Est-ce que ça t'a nourri de choses que tu peux toujours dans la logique transposer dans d'autres domaines? Alors, avant de répondre à ça, ce qui se passe aussi, c'est qu'on se transforme physiquement, ce qui n'est pas nécessairement le cas quand on fait une préparation marathon où on est un peu en meilleure forme, etc. Enfin, ça dépend de son niveau. Si on n'est pas athlète d'élite, il se passe pas grand-chose. Mais là, quand on fait des gros volumes, effectivement, on se transforme physiquement, on s'affine, on se renforce. Bon, on a souvent les jambes raides aussi au quotidien. Et donc là, on vit quelque chose. Déjà, on se rend compte, même si on le sait parce qu'on voit des pubs pour les régimes, les machins, etc. On se rend compte qu'on est véritablement maître de ce que l'on est physiquement. Et donc, de là, il n'y a qu'un pas pour se dire qu'on peut devenir ce que l'on veut, puisque si on est maître de ce que l'on est physiquement, on doit aussi être capable d'être maître de ce qu'on est intellectuellement, psychologiquement.
En introduction, vous parliez de développement personnel pour votre podcast, et donc c'est à partir de ce moment-là où j'ai commencé à m'intéresser à tous les sujets de développement personnel, parce que je me disais, cette transformation physique ne vient que d'une discipline d'entraînement. Il y a vraiment pas de raison que je puisse pas faire la même chose avec mon cerveau. Apprendre des trucs, je sais pas, en lecture rapide, en mémoire, en efficacité, peu importe, chacun choisit son thème. Et donc oui, donc là ça a suscité là-dessus une réflexion et une transposition du physique au cerveau, ouais, un petit peu. Donc ça c'était intéressant. Pour redemander ce qu'était la course la plus dure du monde, non, le marathon des sables, c'est pas la course la plus dure à laquelle j'ai participé. J'ai eu la chance de participer au Tour des Géants. Là, c'est le tour on part de Courmayeur, on fait le tour du Val d'Aoste. Et donc, il y a à peu près 320 ou 330 kilomètres et 30 000 mètres de dénivelé. Et on a en gros une semaine pour boucler ça, 150 heures. Et on a donc 20 cols peut-être au-dessus de 2000 mètres. Et donc ça c'est une véritable expérience, parce que avec mon niveau, on ne peut pas dormir plus de 2 heures par nuit pour réussir à boucler ça en moins de 150 heures, ce qui veut dire qu'au-delà de la fatigue physique que l'on connaît déjà, les entraînements, il y a la fatigue qui est liée au manque de sommeil qui arrive. Et donc là, on apprend à distinguer, il y a 50 nuances de gris, on apprend à distinguer 50 nuances de fatigue et 50 nuances de douleur, avec des douleurs d'usure normales, des douleurs peut-être de blessures, il faut compenser autrement, et ça c'est très très intéressant comme voyage intérieur. Et enfin, on a le plaisir de découvrir les hallucinations, et ça c'est curieusement, c'est quelque chose qu'on cherche à reproduire après, parce qu'on est dans un état second où l'esprit se détache du corps et on se voit soi-même avancer, on se voit soi-même délirer. On a une partie de notre conscience qui se rend compte qu'on délire, mais qui n'a plus d'action sur son corps et son esprit. Alors moi, j'ai jamais vécu ça, encore Xavier, personnellement. Non, mais moi non plus, j'avais pas vécu. C'est à partir de la 3e ou de la 4e nuit, et ça c'est très très très, enfin c'est très intéressant comme expérience. Mais comme tu le disais, là, il y a addition de différentes choses. T'as la fatigue physique de l'effort, la fatigue liée au manque de sommeil, donc tout un tas les fonctions entre guillemets neurologiques sont beaucoup moins fonctionnelles. En tout cas, elles sont altérées. Et effectivement, tu peux trouver dans des états. D'ailleurs, c'est ce que travaillent tu vois, tu parlais de ton expérience militaire, les forces spéciales notamment dans l'armée travaillent ce type de situation justement pour les gérer au mieux. Mais c'est des situations pour le moins extrême. Je voulais revenir sur quelque chose que tu as dit à l'instant quand tu préparais le marathon des sables. Donc tu t'es renseigné pour trouver des plans d'entraînement. Malheureusement, ils n'étaient pas du tout adaptés à toi. Ça, c'est une erreur aussi que font beaucoup de coureurs, même sur les courses sur route. Fred, c'est pas forcément une bonne chose de se dire finalement ce que font les autres, c'est transposable sur moi. Pas du tout, parce qu'en fait, il faut savoir chez qui on prend. Comme le disait Grégoire, si par exemple j'arrive à récupérer, ce que ça sera pas très difficile, parce que c'était mis sur tous les réseaux, le plan de Kipchoge pour préparer ses moins de 2 heures sur marathon, je pourrais y trouver plein d'idées superbes. Maintenant, si je m'amuse à essayer de le suivre, même en adaptant les allures aux miennes, ça sera pas du tout opérationnel, parce que déjà, on a un plan juste pour sa préparation, on va dire spécifique. On ne sait pas tout ce qu'il a fait avant, justement pour être en capacité d'encaisser cette période spécifique. Et de deux, on n'a pas les mêmes qualités. On n'a pas du tout les mêmes qualités. Et son plan, parce que je sais un peu comment fonctionnent aussi les athlètes de haut niveau, n'est pas écrit dans le marbre dès le début de la préparation. C'est quelque chose qui est évolutif, parce que tout bon plan s'adapte à l'athlète, et c'est non l'athlète qui s'adapte au plan. Donc on voit des choses qui semblent figées, mais au début où il a attaqué sa préparation, que ce soit Kipchoge ou qu'on récupère sur un autre grand champion, voire sur un athlète intermédiaire mais qui a pas du tout le même niveau que nous, le plan, en fait, il y a des modifications au fil du temps qu'on voit pas forcément, parce qu'on le voit une fois qu'il est figé et qu'on dit voilà ce qu'il a fait. Or c'était peut-être pas forcément ce qui était prévu. Et au-delà des différences de niveau, on n'a pas les mêmes, je dirais, capacités ou les mêmes qualités. Je vais prendre un exemple très rapide. On peut avoir deux personnes qui sur quelle que soit la distance, que ce soit sur 10 km ou sur marathon ou sur semi, qu'importe, ont le même résultat sans forcément les mêmes qualités. Certains peuvent avoir des qualités de vitesse plus développées, d'autres moindres, mais un indice d'endurance bien plus fort. Et du coup, dans leur préparation, ils vont pas jouer sur les mêmes éléments et ils vont pas travailler les mêmes choses. Certains athlètes peuvent avoir des déficiences physiques, ils vont avoir besoin de faire un gros travail de préparation physique et foncier, alors que d'autres ont une nature athlétique déjà plus performante et vont du coup pouvoir consacrer plus de temps à un autre aspect. Donc prendre un plan tel quel,
Moi, ça me semble pas opérationnel. Bon, bah du coup, les conseils sont passés si les auditeurs nous écoutent. Faites pas cette erreur qui est une erreur quand même assez classique que beaucoup de coureurs ont fait, hein. Moi y compris, hein, je m'inclus dedans. En plus, quand on débute, on veut toujours se tourner vers les meilleurs en pensant que c'est la meilleure chose à faire. Bon, c'est peut-être manquer un peu d'humilité et vraiment se tourner vers les bonnes personnes et les plans qui nous correspondent. On va essayer de prendre tes nouvelles un peu maintenant aujourd'hui parce qu'on est qu'en 2020. Je pense qu'il y a aussi nos auditeurs qui ont lu ton livre et qui veulent savoir un peu qu'est-ce que tu deviens. Donc un peu comment ça s'est passé après. Bon, il y a eu Marathon des Sables, tu nous as dit après. Ensuite, tu avais couru Course des Torts. Qu'est-ce qui s'est passé un peu sur la dernière année qui s'est écoulée? Qu'est-ce que tu deviens, Grégoire? Alors sur la dernière année qui s'est écoulée, il s'est passé pas grand-chose. J'ai changé de boulot et j'ai un boulot extrêmement prenant, mais on y donne le temps qu'on veut, mais engageant intellectuellement. C'est-à-dire qu'il fallait être véritablement investi. C'était une entreprise qui est dans une situation un petit peu difficile, donc il fallait faire ce qu'il fallait pour la remettre sur les rails à plusieurs. Et donc j'ai essayé de courir avec le souvenir de ce que je savais faire, donc m'inscrire sur des courses longues, mais sans avoir ni la disponibilité psychologique ni intellectuelle et encore moins l'entraînement, etc. Donc à chaque fois ça s'est mal fini pas physiquement, mais avec des abandons ou etc. Donc là, c'était pas très intéressant. J'ai essayé de me mettre à la natation, mais je nage en me disant je vais refaire le chemin que j'ai fait en course à pied, c'est-à-dire je pars de zéro, parce que alors du coup je ne sais pas nager le crawl. Donc j'ai essayé de m'y mettre et là je suis tombé sur un coach très sympa, mais qui en fait fondamentalement est un coureur. Donc on a fini par se retrouver en dehors de la piscine pour aller courir ensemble et pas pour nager, tellement on était désespérés par les performances. Il se trouve qu'il avait été vice-champion du monde, je crois, d'aviron, donc il a réussi à me convaincre de me mettre à l'aviron. Donc j'ai eu le projet de traverser l'Atlantique à l'aviron, mais en fait c'est super chiant l'aviron. Donc bref, j'ai essayé plein d'idées en me disant je vais recommencer à zéro, c'est pas grave si je suis nul. Et puis finalement ce que j'aime c'est la course à pied. Je l'ai découvert tardivement. J'ai eu du mal à m'y remettre et là je viens donc, alors ça va plaire à Fred. Il y a donc 10 jours j'ai décidé que je courrais la 1000 km, hein. Donc c'est 1000 km en course à pied de Saint-Malo à Sète en juin 2020, sachant que je recommence depuis zéro. Alors pourquoi je dis depuis zéro? Parce que j'ai recouru donc le 10 km du Jardin de Luxembourg cette année en septembre et et à 40 secondes près, j'ai fait exactement le même temps que mon premier 10 km quand je m'y étais mis. Donc c'est pour dire que j'ai bien perdu. Alors je suis pas dans les mêmes dispositions psychologiques parce que je sais qu'il est possible de progresser. Et j'ai suivi les conseils de Fred avant même de le rencontrer, puisque du coup, j'ai pas voulu réfléchir au plan d'entraînement et donc j'ai fait appel à un entraîneur, à Bruno Hubi, pour qu'il me prépare un plan d'entraînement. Bon, et puis t'as les podcasts d'un tête d'un coureur qui n'existaient pas à l'époque. Et donc le premier que j'ai écouté, c'est votre numéro 8, c'est celui sur la discipline justement pour me mettre. Et justement, puisque tu parles de discipline, avec autant quand même de détermination et de courage et de volonté. On le sent bien quand on t'écoute, quand on te lit. Est-ce que tu penses pas que tu aurais pu, malgré ce que tu dis, avoir une carrière sportive plus performante si tu avais un peu canalisé ces envies au début? Alors, avant de répondre à ta question, je reviens sur un des présupposés de la question, c'est que j'ai une volonté ou une volonté, je sais pas comment faut dire, un peu au-dessus de la moyenne. En fait, pas du tout. Moi, ma pratique sportive, c'est que je passe ma vie à me chercher des excuses pour pouvoir abandonner, pour pouvoir abréger l'effort, pour pouvoir arrêter. Je veux dire, l'entraînement, c'est jamais simple, quoi. C'est à chaque fois qu'on sort, on devient meilleur, on va peut-être un peu plus vite. Mais c'est jamais simple et c'est jamais que agréable. Hein. Oui, mais tout le monde, c'est comme ça. Enfin, je veux dire, même l'athlète de haut niveau n'a pas envie d'aller s'entraîner. Ça, c'est l'erreur que pensent beaucoup de gens. C'est que finalement, il y a des gens qui sont comme ça, de motivation tout le temps, tout au long de l'année. Mais la différence avec peut-être toi et un autre, c'est que toi, tu arrives à aller au-delà de ce manque d'envie et de quand même te motiver. Et c'est là, c'est à cette force que fait référence Fred, qui est pas quelque chose que tout le monde, on l'a pas forcément dès le départ. Hein. L'humain, il a plutôt tendance à se mettre en sécurité, à être tranquille. C'est faire un travail sur soi-même, de justement trouver la force et l'énergie de pas
pas s'écouter et finalement d'y aller quand même parce qu'il faut le faire. Cette Ouais. force-là, tu l'as, ça se ressent honnêtement. Non, moi j'ai plutôt des stratégies de contournement. C'est-à-dire, je me mets dans ces situations où il est impossible d'abandonner. Moi, j'ai un mémoire d'un. Et chacun a ses méthodes, tu vois. Toi, c'est tes méthodes. D'un premier trail qui est de me dire, à un moment, en montagne, j'en ai ras la casquette, je balance mon sac à dos, je me dis, j'en peux plus, j'abandonne, ça me fatigue, je sais pas ce que je fous là, j'ai froid, j'ai mal, j'ai faim. Et puis donc, je m'assieds sur un rocher et je me dis, voilà, j'ai abandonné. Et sauf que j'ai abandonné, mais de quoi? Je veux dire, le ravito précédent, il était 8 km avant et le prochain est 12 km après. Donc, dans tous les cas, je suis à 1h30 de la possibilité d'abandonner. Donc on repart quoi. Et donc j'avais tiré une leçon de ça, c'est qu'il faut se mettre dans des conditions d'entraînement ou de course qui font qu'on n'a pas la possibilité d'abandonner, parce que même si on veut abandonner au milieu de nulle part, il se passe rien en fait. On a besoin de rentrer. Mais ce n'était pas ta question. Mais c'était ta réponse, comme on dit. Non, en fait, moi je suis très clair sur le fait que je n'ai pas le niveau d'un athlète d'élite. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai un de mes frères qui, lui, très jeune, était très doué en sport, et donc on voit, c'est le jour et la nuit entre quelqu'un qui est naturellement doué en sport et nous qui pouvons peut-être avoir des envies et peut-être 2-3 capacités, mais qui ne sommes pas doués. Donc je ne nourris depuis toujours aucune illusion sur le fait que que je puisse avoir un niveau élite. Donc ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est qu'à partir du moment où on n'est pas élite, on est par définition sur une pratique loisir. Donc moi, finir telle course une demi-heure plus vite ou une demi-heure moins vite, en ayant pourri mon quotidien pour absolument tendre vers cet objectif, je suis un petit peu en écart avec ma notion de pratique loisir. Ayant dit ça, j'ai fait beaucoup d'entraînements qui ne servaient à rien, parce que je suis allé courir pour le plaisir de courir, mais si j'avais couru différemment, peut-être moins, peut-être plus intense, peut-être etc., effectivement, il y aurait eu de meilleurs résultats, je me serais plus fait plaisir. Donc oui, c'est certain qu'en réfléchissant un peu à la manière de faire ou en faisant appel à des conseils, ça aurait été plus efficace. Ceci étant dit, la course à pied, c'est aussi mon moyen de changer un peu mon quotidien. Or, mon quotidien de patron d'entreprise et ou de directeur financier, c'est n'importe quelle partie de ma carrière je suis, c'est d'optimiser au quotidien. Et donc, c'est mon espace de liberté aussi de faire un effort qui ne sert à rien, qui est absolument gratuit et dont je n'attends rien. Donc, ça explique aussi ma pratique. L'optimisation, c'est mon quotidien professionnel. Je suis pas certain d'avoir envie de le mettre dans mon quotidien personnel. Après, je nuancerai un petit peu tes propos dans ce que tu dis, toi, parce que voilà, t'as quand même couru un 10 km en 45 minutes. T'as quand même réussi au bout d'un an et demi de pratique à enchaîner des semaines à 100 km par semaine. Voilà, pas tout le monde est capable de faire ça. Et moi, le premier, quand j'ai commencé à courir, au bout d'un an, 2 ans, je faisais 55 km par semaine. J'avais déjà l'impression de m'entraîner très durement, et honnêtement, jamais j'aurais pu au bout d'un an et demi courir 100 km par semaine. C'était pas possible. Et heureusement que je l'ai pas fait. Et je suis très content aujourd'hui parce que tu vois, j'ai un niveau qui me correspond. Mais c'est vrai que des fois, on peut être faussé un peu par les réseaux sociaux. Même nous, on évolue un peu. On a des gens qui courent, voilà, en 30 minutes le 10 km, 32 minutes le 10 km. Et du coup, on oublie que finalement, quand on court 45 minutes sur 10 km, c'est quand même un niveau de performance qui est quand même assez important. Et que, des fois, voilà, il faut pas avoir des références, elles peuvent être faussées. Et ça, il faut être vigilant sur ça parce que, voilà, finir un marathon déjà, c'est quelque chose qui est pas donné à tout le monde. C'est pour ça où je vais un petit peu temporiser, et je pense vraiment que tu avais des aptitudes et des capacités et que voilà, tu aurais pu très facilement performer. Je sais pas ce que tu en penses toi, Fred, mais faut être vigilant aussi sur ça, sur le niveau de performance. Des fois, on peut être un peu faussé. C'est comme les plans, c'est comme toute chose avec les réseaux, c'est que, alors moi je trouve que ce sont des outils formidables, parce que voilà, c'est des outils d'ouverture sur l'autre. Grégoire en parlait, il a pu échanger finalement avec des gens qui faisaient des trucs ultra, enfin qui préparaient des courses ultra, et si ces outils-là n'existaient pas, il aurait peut-être pas pu échanger avec eux. Derrière, effectivement, ça peut fausser notre réalité parce qu'on peut avoir l'impression que le monde est constitué d'athlètes élites, notamment en course à pied, et de se dire je cours en 40 minutes ou en 45 minutes ou même en 50 minutes un 10 km et c'est nul, et c'est pas du tout le cas. Je vais prendre l'exemple du marathon. Il y a 2 ans, il y avait une association américaine qui a sorti une étude sur tous les finishers de marathon à travers le monde entier depuis 20 ans. Donc c'est des millions et des millions de coureurs. Les gens qui finissent en moins de 3 heures, c'est moins de 1% des finishers. Les gens qui finissent en moins de 4 heures, on est à 25-30%. La performance médiane est autour de 4h15, 4h30. C'est dire un peu le niveau, on va dire, général de gens qui participent.
parce que des fois quand on discute avec des gens, on dit bah voilà un tel il vient de faire 2,59 et tout, et on peut en entendre d'autres un peu banaliser ce chrono qui est déjà un chrono qui, on regarde à l'échelle ne serait-ce que des coureurs mondiaux, est quand même un chrono plus que bon. Alors si on prend en plus sur la population mondiale, c'est-à-dire qui ne court pas, non mais c'est assez exceptionnel. Donc il faut bien voir voilà la bonne mesure des choses, et je pense que c'est un des éléments qu'évoquait Grégoire et qu'on a déjà évoqué. Le seul point de référence, de toute façon, ça doit être soi et uniquement soi. Et ça, moi, je le dis même aux athlètes élites que je peux encadrer. C'est-à-dire qu'à un moment, si on se focalise sur les autres, c'est pas bon, parce que déjà, on se rajoute une forme de stress qui n'a pas lieu d'être. Et le point de référence, ça ne peut être que soi dans une vie, que ça soit professionnellement, que ce soit sportivement, personnellement. La comparaison, elle est nulle et non avenue, parce que, comme je le disais par rapport au plan, on n'a pas tous les mêmes qualités, les mêmes capacités, les mêmes dispositions. Donc il faut se centrer sur soi, et c'est la seule manière en plus, moi je pense, de donner le meilleur de soi-même, quel que soit son objectif, qu'il soit uniquement loisir ou vraiment performance avec un résultat chronométrique, parce que la référence c'est nous-mêmes, donc c'est une référence positive qu'on rapporte à nous-mêmes uniquement. Et ça vaut quel que soit le niveau. Parce qu'un athlète, même élite, et qui se focalise sur le mec qui est toujours au-dessus de lui dans toutes les compétitions, ça va le paralyser à un moment. Il faut juste que lui se dise, moi, c'est ce que je veux faire et je suis capable de le faire. Le temps passe très vite avec toi, Grégoire. Il y a une question qu'on pose à la fin de chacune de nos interviews. C'est la suivante. Si tu pouvais revenir 30 ans en arrière, quel conseil tu donnerais au petit Grégoire de 12-13 ans ? Cours, Forest, cours. Non, mais à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait rien de tout ça. Il y avait la course à pied, enfin ça n'existait pas. Il y avait vaguement la mode du jogging, etc. J'aimais bien courir, mais j'avais pas plus de capacité que ça. J'ai fait un peu d'athlétisme et tout. Et donc du coup, j'ai arrêté de courir. Maintenant, je dirais, n'hésite pas à prendre tes baskets. Et en fait, surtout cours long, parce que ce que j'aime bien, c'est le long. Et à l'époque, personne ne parlait de long. Les marathoniens, c'est tout juste si on ne les enfermait pas à l'asile à l'époque, parce que je suis un peu plus âgé que vous. Non, je dirais vas-y, prends tes baskets, cours, pars et reviens pas, et puis c'est un conseil de modération, donc. Ça a été vraiment hyper intéressant. En tout cas, tu sais, nous, on a très à cœur dans ce podcast de donner la parole et d'accueillir tous les profils de coureurs, quelle que soit leur motivation, quels que soient leurs enjeux. On est vraiment persuadé que finalement, si on part du principe qu'on ne sait pas tout, qu'on peut apprendre de tout le monde, et voilà. Et donc moi, je suis vraiment ravi d'avoir eu ta vision de la course à pied, qui est pas forcément la mienne, que moi je partage pas forcément tout ce que tu dis, mais je me suis vachement reconnu dans certaines choses ce que tu as dit. Il y a des choses qui m'ont aussi inspiré, donc voilà. Je suis assez content. Je sais pas ce que t'en penses toi, Fred, pour conclure un peu cette émission, mais j'ai passé un bon moment, moi. Moi également, évidemment, je dirais. Et en fait, il y a cette expression que j'aime beaucoup, ce proverbe, cette citation qu'on attribue à Nelson Mandela, soit je gagne, soit j'apprends. Et je trouve que ça s'applique pleinement là à l'échange qu'on a eu avec Grégoire. Parce que finalement, on a commencé où moi je mettais les réserves un peu sur ça. Alors je louais sa capacité à s'investir, à se lancer des défis totalement fous, avec les réserves de l'entraîneur sur t'y vas de manière un peu décousue. Et on voit que finalement, il a tiré un enseignement, même si à un moment il a répété un peu ces choses-là. On voit que là il prépare un gros objectif, et au final il prend conscience de la nécessité d'avoir un encadrement qui lui correspond, évidemment, pas quelque chose dans lequel il s'enferme. Mais voilà, donc c'est vraiment ça, soit je gagne, soit j'apprends, et puis on voit, voilà, moi c'est un peu la conclusion que j'en tire, c'est que on se lance des défis qui peuvent être personnels. À des moments, on peut se dire aussi j'ai envie de le réussir seul, parce qu'on peut avoir des choses à se prouver, à prouver aux autres, on est dans une forme de challenge. Et aussi comprendre qu'à un moment, voilà, c'est souvent on dit, il y a cette autre expression, seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Et vu que l'idée c'est d'aller plus loin, et là, Grégoire, il a compris qu'il fallait qu'il y aille avec des gens. Exactement. Moi, je voulais vous remercier de votre invitation, parce que j'aime beaucoup votre podcast, mais je me suis demandé pourquoi vous m'invitiez, parce qu'en fait, je fais exprès de caricaturer, je pense pas exactement comme ça. C'est à peu près le contraire de ce que je fais, votre podcast. C'est-à-dire, il y a toi, Fred, qui est très technique, et hors moi, justement, comme ma vie est technique, mon espace de liberté, c'est la course à pied, donc je veux pas en remettre dedans. Typiquement, je ne sais pas ce qu'est ma VMA, et je m'en cogne.
et c'est une erreur, ça j'ai bien compris. Ça c'est une chose. Et la deuxième chose, c'est vous avez de très très belles interviews avec de très beaux athlètes de haut niveau, etc. Et c'est justement ce que je ne suis pas. Donc j'étais un petit peu inquiet en venant. Et merci de votre accueil. J'ai beaucoup appris et je dis aux gens ne vous trompez pas. Je ne suis pas Johan Stuck ni rien. Je suis Bécassine qui a découvert le jogging, qui a fait un bouquin pour en rigoler, qui est de l'autodérision et qui dit juste si vous avez envie, faites-vous plaisir, ne vous mettez pas de limite. Et après Fred rajoutera, mais bon, n'hésitez pas à demander conseil. Et il a raison. Exactement. Mais merci beaucoup. On te souhaite tout le meilleur. On espère avoir de tes nouvelles et que tu nous racontes un peu comment ça s'est passé et voilà un peu l'application et la correction des erreurs que tu as pu faire, comment ça s'est traduit chez toi. Continue à prendre du plaisir et à avoir cette motivation là. Merci infiniment et à très bientôt. Salut. Au revoir. À bientôt.